Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On va revenir ensemble sur cette polémique autour du rappeur Medine, convié aux universités de la France Insoumise à Valence, ainsi qu'aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts au Havre. Cette double invitation du rappeur a suscité donc une forte polémique en raison des paroles jugées souvent très peu laïquement correctes ou qui frisent parfois avec l'antisémitisme. Pour ces partis de gauche, les textes du rappeur comptent beaucoup moins que ses engagements contre Marine Le Pen ou contre les violences policières. Nous reviendrons sur ces textes justement. Alors, à l'annonce de la venue de ce rappeur, les casseroles de Mehdi Zaouch vont être exhumées, une quenelle prise en photo, des liens avec l'imam Hassan Iqiyoussen, des textes sulfureux sur la mémoire de la Shoah. Le rappeur va tenter de se défendre sur X, ex-Twitter, en apostrophant ses contenteurs, notamment avec un jeu de mots douteux à l'encontre du parcours de l'actrice et écrivaine Rachel Kahn, de confession juive. Et à partir de là, la polémique va enfler, les tribunes s'enchaînent contre le rappeur, ainsi que des désistements. Les maires Europe Écologie Les Verts de Bordeaux et Strasbourg vont annuler leur venue à leur propre université d'été, à l'instar d'invités comme le ministre de l'Industrie Roland Lescure et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui étaient conviés au Havre. Mais la France Insoumise et les écologistes tiennent bon, l'invitation du rappeur est maintenue. Arnaud Benedetti, ces deux partis de gauche ont tenu bon dans la tempête, ils ont fait face, ils ont soutenu le rappeur coûte que coûte. On retiendra d'eux peut-être qu'ils ont soutenu une personnalité musulmane coûte que coûte. Est-ce que c'est le coup de com' de cette rentrée ? Pas sûr que ce soit le coup de communication de cette rentrée, parce qu'on a eu une rentrée politique, comme vous avez pu en apercevoir, extrêmement prolifique, venant de divers côtés de l'échiquier politique. Mais si vous voulez, c'est une rentrée politique qui traduit, in fine, la crise, j'allais dire, existentielle que traverse une partie de la gauche en France. La gauche était quand même, il faut s'en souvenir, une gauche qui était laïque, qui était républicaine, qui était malgré tout protectrice de la nation et de l'histoire nationale. Et on assiste depuis maintenant un certain nombre d'années à une forme de radicalisation d'un certain nombre d'éléments moteurs de la gauche. Et je pense notamment à la France Insoumise et aux Verts. Alors, je crois qu'il faut d'abord différencier les deux, même si c'est les Verts qui sont à l'initiative en partie de cette invitation. Il n'en demeure pas moins que les divergences sont plus fortes chez les Verts quant à cette invitation que quant à la France insoumise. Mais il est clair que, si vous voulez, c'est une invitation qui est tout à fait symptomatique de la stratégie politique menée par une partie de la gauche depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire une gauche qui a abandonné d'une certaine façon le logiciel laïque historique pour préconiser une forme d'accommodement avec des cultures minoritaires et voire parfois des cultures provocatrices à l'intérieur de cette culture minoritaire. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi agissent-ils ainsi ? Ils agissent ainsi parce que tout simplement, ils considèrent qu'il y a aujourd'hui un réservoir électoral dans une partie de la population qui parfois peut être en rupture avec le modèle républicain français, même s'il ne faut pas bien évidemment amalgamer l'ensemble des populations. Il faut être toujours extrêmement prudent et mesuré. Mais c'est un choix qui est un choix d'abord d'ordre tactique et stratégique. Il suffit de finalement se souvenir des positions de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, quant à la question de la laïcité, quant à la question, par exemple, de formes d'expression prosélyte de l'islam. Il tenait un discours qui était un discours, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était conforme finalement au canon historique de la gauche. Il y a eu, depuis finalement les années 2010, et notamment après la présidentielle de 2017,
un changement de discours chez Jean-Luc Mélenchon qui correspond, in fine, à une analyse de ses intérêts électoraux. C'est-à-dire, il considère qu'il y a là, encore une fois, des gisements électoraux, des gisements clientélistes qu'il faut exploiter. Et je n'en veux que pour preuve, finalement, les élections législatives de 2017, mais aussi les élections législatives de 2022, ont confirmé d'une certaine façon cette visée stratégique de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je crois qu'il faut véritablement comprendre que les intérêts électoraux d'une partie de la gauche expliquent, je pense notamment pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon, le positionnement de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui quant à ces questions. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a ce rappeur Medine qui, dans sa vie familiale, dans son mode de vie, n'a rien d'un islamiste ou d'un musulman très conservateur. Et non plus à la France Insoumise, mais il y a ils savent qu'en invitant Medine, en cautionnant des textes comme ça, ils vont parler à un électorat qui, lui, est beaucoup plus conservateur sur les mœurs, sur la vision de la société, qui est anthropologiquement, on pourrait dire, philosophiquement, en contradiction avec ce qu'est l'anthropologie du militant de la NUP d'aujourd'hui. Comment ce paradoxe peut-il cohabiter ? Est-ce qu'il va pas y avoir à un moment donné un clash de ces deux mondes ? Vous avez raison, c'est les contradictions qui sont inhérentes à ce peut-on le qualifier de progressisme, je ne sais rien, mais en tout cas de cette nouvelle gauche radicale qui finalement fait fi d'un certain nombre des principes qui sont les siens, plutôt sociétaux, libertaires sur le plan des mœurs, sur le plan de l'évolution de la société, mais qui, encore une fois, pour des raisons électorales, va construire un logiciel politique qui lui permet, d'une certaine manière, d'agréger ces contradictions à des fins, encore une fois, électorales. In fine, on est véritablement dans ce que l'on appelle l'accommodement, c'est-à-dire l'accommodement avec des forces qui sont parfois opposées aux principes politiques de cette gauche-là, mais qui, pour des raisons électorales, viennent expliquer d'une certaine façon cette jonction. C'est toute la question, finalement, des contradictions de ce que l'on appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est quoi ? C'est l'agrégation de luttes minoritaires à des fins qui se veulent, d'une certaine façon, non seulement transformatrices de la société, mais révolutionnaires. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution d'un parti comme la France Insoumise et de M. Jean-Luc Mélenchon, il est dans une stratégie d'opposition frontale, non seulement au gouvernement, mais à un certain nombre de principes qui sont des principes historiques qui ont constitué le modèle républicain, parce qu'il donne des coups toujours plus forts dans la porte des institutions. Il est d'une certaine façon dans une visée de renversement du régime. Et donc, il y a à la fois la nécessité de se construire des stratégies électorales qui seront efficientes et également, d'un autre côté, la volonté de toujours plus créer de tensions à l'intérieur de la société. C'est un vieux principe révolutionnaire. Finalement, in fine, cette gauche-là, qui est une gauche radicale, se veut l'avant-garde d'un projet de société qui est un projet de société d'essence révolutionnaire. D'ailleurs, si on s'appelle les Insoumis, c'est que d'une certaine manière, on veut remettre en cause l'ordre social et l'ordre politique de la société. Donc, ces contradictions, si vous voulez, sont quelque part assumées, mais elles sont assumées parce que ce sont les moyens pour parvenir à une fin. Finalement, c'est la vieille logique léniniste, la vieille logique bolchevique qui consiste à considérer que de toute façon, la fin justifie les moyens. Alors, je vous cite quelques phases de ce rappeur, comme on dit. Dans Don't Laïque de 2015, le rappeur parle de crucifier les laïcards comme à Golgotha, donc un genre de jeu de mots avec le lieu où est crucifié le Christ. Le polygame vaut bien mieux que la Miss Strauss-Kahn. Ou encore dans MC Soral de 2014, entre drame de l'étoile jaune et commerce de l'Holocauste.
des textes comme ça prononcés dans la bouche d'un rappeur de droite ou mainstream, ça ferait forcément polémique et on verrait mal la France insoumise cautionner ça. Comment vous expliquez ça? Oui, mais ça, si vous voulez, c'est un vieux classique. C'est-à-dire que l'ultra-gauche, la radicalité de gauche s'autorise ce qu'elle condamnerait par ailleurs si cela venait d'un autre point. C'est la liberté artistique à géométrie variable. Le point de l'échiquier politique, si vous voulez, la liberté d'expression est à géométrie variable en la matière. C'est un vieux classique. C'est choquant, mais ce n'est pas, j'allais dire, surprenant au regard de ce que l'on sait de l'histoire d'une certaine gauche en France et ailleurs. In fine, le politiquement correct, c'est toujours pour les autres. Ce n'est jamais pour soi-même en la matière. Et c'est ce qu'on voit avec, évidemment, la valorisation des textes de Médine. La liberté d'expression est un concept, en effet, très relatif du point de vue de cette gauche. Et d'ailleurs, pour aller au bout de ce que vous dites, Jean-Luc Mélenchon, lors des journées de la France insoumise, dans son discours, nous a expliqué, et j'en étais horrifié, que le Mali appartenait aux Maliens, le Burkina Faso au Burkinabé, et ainsi de suite. Encore une fois, nationalisme à géométrie variable? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relève de l'autodétermination des peuples, c'est bien évidemment pour tous les peuples qui sont extérieurs à l'orbe européenne, et notamment française. Donc là aussi, j'allais dire, on est quelque part dans une figure qui est assez classique à gauche au gauchisme, tout au moins. Pas toute la gauche, parce qu'il ne faut pas là aussi, j'allais dire, amalgamer toutes les forces de gauche. Mais là, le vrai problème aujourd'hui, si vous voulez, pour aller plus avant dans notre discussion, le vrai problème de la gauche, c'est que depuis maintenant quelques années, c'est, j'allais dire, le pôle le plus radical à gauche qui est politiquement dominant. C'est bien la difficulté de la gauche aujourd'hui, de la gauche française. C'est-à-dire qu'on a une formation politique, la France insoumise, avec les Verts, qui dicte son agenda politique à toutes les autres forces politiques. Et elle le dicte d'autant plus que, électoralement, c'est elle qui est dominante. Jean-Luc Mélenchon a réalisé des scores importants lors des deux dernières élections présidentielles. C'est lui qui a dicté la stratégie de cartel électoral que constitue la NUPES et qui a permis notamment au Parti socialiste, le Parti social-démocrate, de conserver un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense, si vous voulez, qu'à proportion que cette gauche, malgré tout, perd pied dans l'opinion publique, elle tend à se radicaliser et finalement à devenir l'expression de tout un ensemble, j'allais dire, de revendications minoritaires et identitaires au sein de la société française. Mais il y a quand même une espèce de paradoxe, qui est un paradoxe, me semble-t-il, important sur lequel il faut insister. Leur très grande visibilité ne correspond pas à l'état de l'opinion publique. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, cette gauche-là, aujourd'hui, est une gauche qui, sur le plan démocratique et sur le plan électoral, est une gauche qui cornérise toujours plus la gauche, même si elle est très présente dans les médias, même si elle hausse le ton, même si elle est très visible, même si elle est de plus en plus provocatrice, même si elle peut drainer, en effet, parfois des publics jeunes. Cela ne correspond pas aujourd'hui à l'état de la société française. Et c'est ce qui pose d'ailleurs problème. C'est qu'en fait, la gauche aujourd'hui n'est plus en mesure d'offrir un projet crédible d'alternance parce que tout simplement, elle est entraînée dans une dynamique de radicalisation qui, à mon sens, nuit à sa capacité à éventuellement envisager un retour au pouvoir à brève échéance. Si vous voulez, c'est une gauche qui est totalement différente dans son rapport de force de celle que l'on a connue dans les années 70. Dans les années 70, la grande prouesse, in fine, de François Mitterrand, c'est d'avoir, d'une certaine façon, réussi à marginaliser progressivement le Parti communiste, à installer le Parti socialiste comme la
dans une position de leadership à gauche et de construire les conditions politiques d'une alternance. Là, on est véritablement à front renversé par rapport à cette expérience des années 70 et des années 80. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, aurait pu, avec le talent qui est le sien, adopter une stratégie plus modérée, plus mesurée. Manifestement, j'allais dire, sa formation trotskiste l'a poussé vers d'autres horizons. Un grand merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes politologue et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire.